La plupart des bouteilles de soda en plastique ont 5 bosses dans leur fond. À l'inverse, les bouteilles d'eau ou de jus de fruits ont des fonds presque plats, à l'exception d'un petit creux. Pour fabriquer une bouteille, on place un tube en plastique dans un moule approprié, puis on souffle de l'air à l'intérieur, ce qui a pour effet de dilater la matière jusqu'à ce qu'elle prenne la forme adéquate. Le problème, c'est que les bouteilles ont généralement un fond incurvé vers l'extérieur, qui les rend instables. Pour éviter cela, une partie de l'air est donc repoussée vers l'intérieur, créant ainsi ce petit creux. Les fonds plats sont plus courants car leur fabrication nécessite moins de plastique. Mais les boissons gazeuses et l'eau pétillante ont besoin d'un traitement spécial. Ces liquides ont une pression interne qui peut pousser le plastique vers l'extérieur, au risque de déformer ce fameux creux stabilisateur. C'est pourquoi les fonds des bouteilles de soda possèdent des courbures les rendant plus résistants à la pression. Compare le pliage d'une feuille de papier ordinaire et le pliage d'un tube de papier, ce dernier offre plus de résistance. De la même manière, le plastique incurvé est plus tenace face à la pression. Tous les insectes ne sont pas attirés par la lumière, certains d'entre eux préfèrent même l'éviter complètement. Mais ceux qui sont attirés par les lumières vives ne le sont pas par hasard. Les moustiques, par exemple, ne volent pas vers un éclairage comme celui d'une ampoule à cause de sa lumière. Ils sont attirés par la chaleur qui en émane et qui s'avère agréable lors d'une nuit fraîche. Certains insectes qui se nourrissent de nectar peuvent prendre les ampoules électriques pour des fleurs. En fait, c'est parce que le nectar reflète le rayonnement UV dont certaines ampoules électriques émettent une quantité similaire, perturbant alors les insectes. La plupart des téléphones portables qui prennent des photos de bonne qualité sont munis de plusieurs optiques, chacune ayant sa propre utilité. Un objectif sert à réaliser le gros plan avec un rendu plus net des détails. Mais il est moins efficace lorsqu'il s'agit de capturer des photos d'objets en mouvement. C'est pourquoi le téléphone est souvent pourvu d'un autre objet prévu à cet effet. Tous les composants du système photographique de l'appareil doivent se compléter ou leurs lacunes respectives ne permettront pas au mobile dernier cri d'accomplir les excellentes performances promises. De nombreux câbles auxquels tu branches tes appareils, comme les jacks de ton casque audio, arborent de petits anneaux en plastique. Ils sont nécessaires car ils séparent les différentes sections du raccordement. Ces sections sont appelées broches et chacune a une fonction spécifique. Chaque embout porte au moins un de ces anneaux car tous ont au minimum 2 sections. La première servant à bloquer les interférences et l'autre à transmettre le signal. Par exemple, si ta prise casque a un anneau et 2 sections, elle transmet le même son à ton oreille droite qu'à celle de gauche. S'il y a 2 anneaux et 3 sections, le premier sert toujours à bloquer les grésillements, les 2 autres sont destinés à chacune des oreilles. 3 anneaux et 4 sections signifie que tu as un ensemble complet, une section de base, une pour chacune des oreilles et la dernière pour le microphone. Les mouches frottent leurs pattes pour les nettoyer, c'est aussi simple que ça. Une mouche est entièrement recouverte de minuscules poils. Ceux qui se trouvent sur ses pattes servent de capteurs, par exemple pour trouver de la nourriture. Mais dans le monde des mouches, de toutes petites particules comme les grains de pollen ou de poussière se collent à son corps et notamment à ses pattes. La mouche les frotte donc dès qu'elle le peut pour s'en débarrasser. Une autre particularité des mouches est qu'elles sont très rapides. Essaye d'en attraper une, tu n'es pas prêt d'y arriver. Pour une mouche, les humains sont extrêmement lents. Ces insectes voient le monde au ralenti par rapport à nous. Chaque espèce animale a une perception différente de la vitesse. La vitesse à laquelle te semble évoluer le monde qui t'entoure paraîtra 2 fois plus rapide à une tortue et 4 fois plus lent pour une mouche. Regarde une vidéo à une vitesse de 0,25 et imagine que quelqu'un s'approche de toi à cette vitesse. Eh bien, c'est comme ça qu'une mouche te perçoit. Alors oui, elle a largement le temps de s'échapper. Les balles de tennis sont jaunes pour une bonne raison. À l'origine, elles étaient noires ou blanches en fonction de la couleur du terrain. Ce n'est qu'en 1972 que la Fédération internationale de tennis a généralisé l'utilisation des balles jaunes que nous connaissons aujourd'hui. Cette teinte jaune verdâtre est en fait la plus facilement visible pour l'œil humain. Ainsi, les spectateurs qui regardent le tennis à la télévision la repèrent mieux à l'écran. Elle est d'ailleurs appelée jaune optique et est également utilisée pour les panneaux de signalisation. Les bus scolaires nord-américains sont jaunes pour les mêmes raisons. Ils attirent l'œil. Étonnamment, la couleur jaune est plus visible que le rouge. Tu as plus de chances de le remarquer dans l'obscurité et par temps pluvieux ou brumeux. La couleur des bus scolaires n'est en fait pas vraiment jaune. Elle contient un peu d'orange. Le nom officiel de cette teinte est National School Bus Glossy Yellow. La raison pour laquelle un ballon de basket est orange est également liée à la visibilité. Avant les années 50, les ballons de basket étaient bruns. L'entraîneur d'une équipe universitaire a décrété que ce ballon était trop difficile à voir tant pour les joueurs que pour les supporters. Il a donc commencé à travailler avec une entreprise pour développer un ballon plus visible et ils ont mis au point
cette teinte orange. Le ballon de basket de cette couleur a été utilisé pour la première fois lors d'un match de 1958. L'engouement a été tel qu'il a été décidé d'en conserver la teinte. De même, les ballons de football ont été conçus pour être visibles sur un écran de télévision en noir et blanc. À l'époque, un ballon coloré n'avait aucun sens. Le noir et blanc créait le contraste nécessaire aux téléspectateurs pour repérer le ballon plus facilement. Aujourd'hui, la télévision est en couleur, pourtant on n'a pas jugé important de changer quoi que ce soit. À ce bon vieux noir et blanc qui fait visiblement l'unanimité. Autrefois, la plupart des avions étaient peints en chromé ou bien pas peints du tout. Aujourd'hui, les avions sont en grande majorité de couleur blanche. Il faut savoir que les couleurs absorbent la lumière. Si tu sors habillé en noir par une journée ensoleillée, tes vêtements vont attirer intensément les rayons et tu vas probablement commencer à transpirer. À l'inverse, le blanc reflète la lumière. Si tu peins un avion en blanc, il chauffera moins et sera moins susceptible d'être endommagé par le rayonnement solaire. Sans compter que toute autre couleur se ternirait au fil du temps à cause de l'explosion constante à la lumière du jour. Les avions blancs restent donc comme neufs beaucoup plus longtemps. Leur teinte claire permet aussi de repérer plus facilement tout dommage sur le fuselage de l'avion. Rouge, orange, vert. Pourquoi utiliser ces couleurs pour nos feux de circulation ? Dans notre vie quotidienne, le rouge est forcément associé à l'injonction « stop » et le vert à l'idée que la voie est libre. La couleur rouge a la plus grande longueur d'onde. Cela signifie qu'elle peut être vue à une plus grande distance que n'importe quelle autre couleur. C'est pour cette raison qu'elle est utilisée depuis des lustres comme couleur d'avertissement. Intéressons-nous maintenant aux feux de signalisation des trains. Autrefois, le vert était choisi pour indiquer la prudence et la couleur autorisant le passage était le blanc. Mais il se trouve que ce n'était pas le choix idéal. En effet, de nuit, il n'était pas rare que les étoiles ou toute autre lumière blanche soient confondues avec le blanc du feu de passage. Finalement, on a décidé de choisir le vert pour l'autorisation de passer et le orange pour signaler « attention ». Ces couleurs se distinguent facilement les unes des autres, ainsi que d'autres lumières potentiellement parasites. Les feux de circulation routière suivent le même schéma, rouge, orange et vert. Sauf au Japon où l'on a préféré le bleu au vert. Auparavant, la langue japonaise permettait de désigner 4 couleurs de base, blanc, noir, rouge et bleu. Tout ce qui était considéré comme vert était appelé bleu. Aujourd'hui, dans la langue moderne, les Japonais ont bien un mot pour le vert. Mais même le mot qui qualifie le bambou, majoritairement perçu comme vert de par le monde, signifie bambou bleu en japonais. Lorsque les feux de signalisation sont apparus, ils étaient verts, comme partout ailleurs. Mais les documents officiels décrivaient toujours la couleur comme bleu. Le problème, c'est que les règles de circulation internationale stipulent qu'une des couleurs des feux de circulation doit être le vert. Les autorités japonaises ne pouvant pas en changer, un compromis a pu être trouvé, il a été convenu d'opter pour la nuance la plus bleue du vert. Ainsi, techniquement, la teinte est suffisamment verte pour respecter la loi internationale. La plupart des sièges de cinéma sont rouges. Cette couleur n'a pas été choisie pour une meilleure visibilité, bien au contraire. Dans des conditions de faible luminosité, le rouge est la première couleur qui se soustrait à nos yeux. Et c'est le but recherché dans une salle de cinéma, ne rien voir d'autre que l'écran. Mais alors pourquoi ces panneaux stop tellement importants sont-ils peints en rouge et c'est la première couleur à disparaître lorsqu'il fait sombre ? La réponse dans une prochaine vidéo.